Les différences individuelles sont, nul ne l'ignore, considérables en ce domaine. On sait à quel point les gens actifs diffèrent des paresseux, des indolents et ceux qui sont capables de se tenir tranquilles, de ceux qui ont le talent inné de savoir rester allongés sur un divan, les esprits vifs, les apathiques capables de supporter pendant un temps indéfini le repos intellectuel. Ces différences qui constituent le tempérament et la mentalité des individus sont certainement dues à leur système nerveux, profondément différent, et tout dépend du degré auquel les éléments cérébraux en repos libèrent de l'énergie. Nous avons parlé d'une tendance de l'organisme à maintenir constante l'excitation cérébrale tonique. Nous ne saurions comprendre cette tendance qu'en nous rendant compte de la nature du besoin qu'elle satisfait. Si nous comprenons la tendance à garder constante la température moyenne des animaux à son chaud, c'est parce que l'expérience enseigne qu'il s'agit là d'un point optimum pour le fonctionnement de l'organisme. Et nous supposons qu'il en est de même en ce qui concerne la constance de la teneur du sang en nous. On peut, je crois, admettre qu'il existe aussi un optimum du degré d'excitation intracérébrale tonique. À ce niveau d'excitation-là, le cerveau est accessible à tous les stimuli externes, les réflexes ont leur voie frayée, mais seulement suivant la mesure d'une activité réflective normale. Toutes les représentations présentes sont capables de s'éveiller et de s'associer chaque fois que les rapports mutuels relatifs des diverses idées correspondent à une claire réflexion. Cet état est le plus favorable au travail. Cet accroissement régulier de l'excitation tonique, qui constitue ce qu'on appelle l'attente, transforme les circonstances. Elle rend le sujet hyper esthésique aux excitations sensorielles qui, aussitôt, deviennent pénibles. Elle favorise le déclenchement des réflexes au-delà du degré utile, appréhension excessive. Certes, dans certaines situations, en certains cas, cet état a son utilité, mais quand il s'instaure spontanément sans cette précondition, loin d'améliorer notre rendement possible, il lui nuit. C'est là ce que dans la vie de tous les jours nous appelons être nerveux, mais dans le nombre bien plus considérable des formes que peut prendre un surcroît d'incitation, il s'agit d'une surexcitation irrégulière, directement nuisible à notre faculté de produire. Nous l'appelons agitation. On comprend aisément qu'il y a là une analogie avec d'autres régulations de l'organisme. Quand ce dernier tente à maintenir le point optimum de stimulation ou à le rétablir quand il a été dépassé. Qu'il nous soit permis de comparer une fois de plus ces phénomènes à des installations d'éclairage électrique. Dans le réseau de transmission de ce dernier existe aussi un optimum. Quand cet optimum est dépassé, le fonctionnement est facilement perturbé. Les filaments, par exemple, sont rapidement brûlés. Nous reviendrons encore par la suite aux dommages que l'installation elle-même subit du fait d'un isolement défectueux ou par un court-circuit. Notre langage, fruit de l'expérience acquise par de nombreuses générations, distingue avec une surprenante subtilité ses formes et ses degrés de la montée des stimuli encore utiles à l'activité mentale parce qu'ils intensifient uniformément l'énergie libre de toutes les fonctions cérébrales. Il est différencié en effet de ceux qui nuisent à ces fonctions psychiques en les augmentant ou en les réduisant de façon partielle et irrégulière. Nous appelons les premiers stimuli les secondes surexcitations. Une conversation intéressante, le thé, le café stimulent. Une dispute, une grande quantité d'alcool surexcite, tandis que la stimulation ne fait qu'éveiller le besoin d'une utilisation fonctionnelle de l'incitation accrue. La surexcitation cherche à se décharger par des processus plus ou moins importants, frisant le pathologique ou réellement morbide. C'est elle qui donne le fondement psychosomatique des affects, et nous y reviendrons par la suite. Auparavant, nous aborderons en passant la question des causes physiologiques endogènes de l'augmentation des excitations. Il s'agit d'abord des grands besoins physiologiques, des instincts organiques, besoin d'oxygène, d'aliments, soif. L'excitation qu'ils provoquent étant certainement liée à des sensations et à des buts déterminés, ne peut être considérée comme une stimulation accrue de la même façon que celle dont nous avons parlé et qui n'est due qu'au repos des éléments du cerveau. Elle conserve toujours son caractère propre mais devient évidente dans le trouble de la dyspnée comme dans l'agitation des affamés. La poussée d'excitation émanée de ces sources est causée par une modification chimique des éléments du cerveau lui-même,
appauvrie en oxygène, en force de tension ou en eau. L'excitation s'écoule dans les voies motrices préformées qui aboutissent à la satisfaction du besoin déclenchant de la dyspnée dans les efforts respiratoires, de la faim et la soif dans la recherche et l'obtention de nourriture et de boissons. Le principe de constance joue dans cette sorte d'excitation un rôle minime. C'est que l'organisme est ici bien plus intéressé par les conséquences d'une augmentation d'excitation que par le rétablissement dans le cerveau d'un état fonctionnel normal. On voit, il est vrai, les animaux d'une ménagerie s'agiter et courir de long en large avant l'heure de leur repas. Toutefois, cela pourrait être considéré non comme un moyen de débarrasser le système nerveux d'une excitation, mais comme le reliquat d'une action motrice préformée, à savoir la recherche de la nourriture devenue inutile du fait de la captivité, et non comme un moyen de débarrasser le système nerveux d'une excitation. Lorsqu'une absorption incessante de matière étrangère a entraîné une modification durable de la composition chimique du système nerveux, toute privation de ces matières provoque des états d'agitation semblables à ceux qui déterminent chez les bien portants un manque d'aliments normaux, pareil aussi à une privation de narcotiques. Les excitations sexuelles, l'affect sexuel constitue le passage entre une augmentation des émois endogènes et des affects psychiques proprement dits. À la puberté, la sexualité fournit une première poussée vague, indéterminée, dénuée de but. Au cours du développement, il doit normalement s'établir un lien entre cette excitation endogène, due au fonctionnement des glandes sexuelles, et la perception ou la représentation du sexe opposé, et l'on voit aussi se produire le phénomène merveilleux de l'amour voué à une seule personne. C'est à cette dernière, alors que revient tous les mois libérée par l'instinct sexuel, elle devient une représentation affective, c'est-à-dire que du fait de son actualisation dans la conscience, elle déclenche une excitation qui en réalité émane d'une autre source, les glandes sexuelles. L'instinct sexuel est certainement la source la plus abondante des poussées d'excitation prolongées et par là des névroses. Ces poussées se trouvent inégalement réparties dans le système nerveux. À leur degré d'intensité les plus élevés, le cours des représentations est perturbé, la valeur des idées modifiée et dans l'acte sexuel, la pensée est presque totalement abolie. La perception, l'élaboration psychique des impressions sensorielles sont elles aussi atteintes. L'animal, généralement craintif, méfiant, devient devant le danger aveugle et sourd. En revanche, l'intensité de l'instinct agressif, tout au moins chez les mâles, s'accroît. L'animal paisible se fait dangereux jusqu'au moment où l'excitation se trouve déchargée grâce aux efforts moteurs de l'acte sexuel. C'est une perturbation analogue de l'équilibre dynamique du système nerveux, la répartition inégale d'une excitation accrue qui constitue justement le côté psychique de l'affect. Nous ne voulons pas ici établir une psychologie ou une physiologie de l'affect. Nous n'examinerons qu'un seul point important au point de vue pathologique, mais seulement au point de vue des affects idéogènes, de ceux qui sont provoqués par des personnes et des représentations. Lange a une fois de plus attiré notre attention sur le fait que les affects peuvent être provoqués aussi bien par des substances toxiques, ainsi que le montre la psychiatrie, et primairement par des altérations pathologiques, que par des représentations. Il serait certainement inutile d'insister davantage sur le fait que toutes les perturbations survenant dans l'équilibre psychique et auxquelles nous donnons le nom d'affects graves coïncident avec une poussée d'excitation dans les états émotionnels chroniques, les chagrins, les soucis, c'est-à-dire dans une anxiété diffuse. Un état de grave fatigue vient compliquer les choses, tout en laissant subsister l'inégale répartition de l'excitation et par là le trouble de l'équilibre. Cette fatigue en diminue cependant l'intensité, mais l'excitation accrue ne peut être utilisée sous forme d'activité psychique. Toutes les émotions violentes nuisent à la faculté d'associer et gênent le cours des représentations. Dans la colère ou la peur, on perd la tête. Seul le groupe de représentation responsable de l'affect persiste avec une intensité maxima dans la conscience. C'est pourquoi aucune compensation par activité associative ne demeure possible. Néanmoins, les affects actifs, sténiques, compensent la poussée d'excitation par une décharge motrice. Les cris et les sauts de joie, le tonus musculaire accru de la colère, les vociférations, les représailles permettent à l'excitation de se décharger par certains mouvements. La souffrance morale, elle, se débarrasse de l'excitation par des efforts respiratoires et par des sécrétions, les sanglots et les larmes. Chacun peut journellement constater que ces réactions tendent à diminuer et à apaiser l'excitation.
Comme nous l'avons déjà souligné, ce fait a été traduit par les locutions pleurer tout son sou, se décharger de sa colère. Ce dont on se débarrasse alors, c'est justement de l'excitation cérébrale accrue. Quelques-unes seulement de ces réactions sont bien appropriées et parviennent à modifier quelque peu la situation, comme par exemple l'accès ou les cris de colère. Les autres sont absolument inutiles, ou plutôt n'ont d'autre but que de compenser le surcroît d'excitation et de rétablir un équilibre psychique. En y parvenant, elles favorisent la tendance au maintien de l'excitation cérébrale à un niveau constant. Cette réaction se décharge. La décharge fait défaut aux affects asthéniques de la peur et de l'angoisse. La frayeur a sur la moitié, comme sur les associations, une action paralysante. Et l'angoisse agit de la même façon. Dans les cas où une réaction adéquate, la fuite est rendue impossible par la cause même de l'émoi et par les circonstances. L'excitation provoquée par la frayeur ne disparaît que par une progressive compensation. La colère comporte des réactions adéquates et qui correspondent bien à son motif. Si ces réactions sont entravées ou impossibles, d'autres, entièrement impropres, les remplacent. Les vociférations constituent déjà un substitut, mais d'autres actes tout à fait inutiles peuvent aussi jouer un rôle. Quand Bismarck se voit obligé, en présence du roi, d'étouffer sa colère, il se soulage en brisant un vase précieux en 1000 morceaux. Cette substitution volontaire d'un geste à un autre équivaut tout à fait au remplacement d'un affect naturel de douleur par d'autres contractions musculaires. Ainsi, lors d'une extraction dentaire, le réflexe préformé est de repousser l'opérateur et de crier. Si au lieu de cela nous contractons les muscles de nos bras et que nous adossions fortement au fauteuil, nous faisons passer d'un groupe de muscles à un autre la quantité d'excitation que déclenche la douleur. Dans la rage de dents, qui ne comporte en dehors des plaintes aucun réflexe préformé, l'excitation se traduit par des allées et venues sans but. C'est ainsi que nous transférons l'excitation de la colère d'une réaction adéquate à d'autres et que nous nous sentons soulagés quand elle peut être utilisée à quelque forte innervation motrice. Quand une décharge de cette sorte est tout à fait impossible, le résultat est alors dans la colère identique à celui que fournissent la peur et l'angoisse. L'excitation intracérébrale se trouve fortement accrue sans qu'une activité associative ou motrice puisse l'utiliser. Chez l'individu normal, tout finit par entrer dans l'ordre, mais chez d'autres, des réactions anormales se produisent et l'on voit apparaître une manifestation anormale des émois. Oppenheim. La conversion hystérique. Si je compare une fois encore le système nerveux à une installation électrique, qu'on n'aille pas me soupçonner d'identifier l'excitation nerveuse à l'électricité. Quand, dans une installation électrique, la tension devient excessive, un danger menace celui de voir céder les points les plus faibles des isolants. Des phénomènes électriques se produisent alors en des endroits mal installés ou quand deux fils se trouvent juxtaposés, il y a court-circuit. Étant donné qu'une modification durable se trouve établie en ces points, le dommage qu'elle cause peut toujours se reproduire quand la tension prend une certaine force. Un frayage anormal s'est créé. On pourrait soutenir que dans une certaine mesure, tout se passe de façon analogue dans le système nerveux. Nous avons affaire à un tout parfaitement cohérent, mais en bien des points, des résistances considérables, mais non insurmontables, se sont intercalées et entravent la répartition régulière de l'excitation. Chez un sujet normal à l'état de veille, l'excitation de l'appareil des représentations ne se transmet pas à l'appareil percepteur et aucune hallucination ne se produit. Dans l'intérêt de la sécurité et de la productivité de l'organisme, les systèmes nerveux des organes vitaux de la circulation, de la digestion sont séparés des appareils de la représentation par de puissantes résistances. Leur autonomie est sauvegardée et ils ne subissent pas directement l'influence des représentations. Mais la force de ces résistances est variable suivant les individus et ce sont elles qui empêchent le passage dans les appareils circulatoires et digestifs de l'excitation intracérébrale. Prenons l'homme idéal, absolument non nerveux aujourd'hui, devenu un spécimen rare. L'homme dont l'état cardiaque reste constant dans toutes les situations et sur qui seul le travail à accomplir a quelque action et qui, en face de n'importe quel danger, conserve bon appétit et bonne digestion. Comparons-le au nerveux, chez qui tout incident provoque des palpitations ou de la diarrhée. Entre ces deux spécimens, on trouve tous les degrés de l'irritabilité affective.
Cependant, chez les normaux, des résistances s'opposent au passage de l'excitation cérébrale vers les organes végétatifs. Elles représentent les homologues des isolants placés dans des installations électriques. En tous les points où elles sont anormalement faibles, elles cèdent lors d'une excitation cérébrale, et celle-ci, l'excitation émotionnelle, gagne l'organe périphérique. Une manifestation anormale de l'émoi se produit alors. L'une des deux conditions pour cela nécessaires a déjà été exposée en détail. Il s'agit d'une quantité considérable d'excitation intracérébrale qui ne trouve l'équilibre ni dans le cours des représentations ni dans une décharge motrice, ou qui atteint un niveau tel que cette décharge ne suffit plus. L'autre condition est une faiblesse anormale de la résistance dans certaines voies particulières de transmission. Elle est due parfois à la constitution originelle du sujet, prédisposition innée. Elle peut être causée soit par des états d'agitation trop prolongés, qui provoquent pour ainsi dire un relâchement de la structure nerveuse et une diminution de toutes les résistances, cas de la puberté, soit par des facteurs affaiblissants, maladie, sous-alimentation, état d'épuisement. La résistance de certaines voies de transmission se trouve parfois atténuée par quelques maladies passagères de l'organe en question, celui qui servait de passage aux stimuli provenant du cerveau ou y revenant. Un cœur malade subit plus qu'un cœur en bon état l'influence des émotions. J'ai une résonance dans le bas-ventre, me dit un jour une femme atteinte de paramétrite chronique. Tout ce qui m'arrive me réveille ma vieille douleur, complaisance du fait d'une maladie localisée. Les actions motrices, grâce auxquelles se produit la décharge des affects, sont bien ordonnées et coordonnées, encore que souvent sans but. Mais une excitation excessive peut se détourner des centres de coordination ou les fracturer et se disperser grâce à des mouvements élémentaires. Chez le nourrisson, en dehors de l'acte respiratoire qu'est le cri, on n'observe que ces contractions musculaires désordonnées. Il gigote, il gambille, ce qui constitue un effet et une manifestation de leur émotion. Au cours du développement, la musculature se trouve de plus en plus soumise à la faculté de coordonner et à la volonté. Toutefois, l'opisthostonose, qui représente l'effort moteur maximum de l'ensemble de la musculature, ainsi que les mouvements cloniques, trépignement, frétillement, reste la vie durant la forme réactionnaire d'agitation cérébrale portée à son comble, et cela aussi bien pour les manifestations purement physiques de l'accès épileptique que pour la décharge des émotions les plus vives, sous la forme plus ou moins épileptoïde de crampes, partie purement motrice de l'accès hystérique.